Bonjour à tous, bienvenue sur Doctissimo pour un Facebook Live que nous consacrons aujourd'hui au burn-out à l'occasion des CISM. Ce sont les 2 semaines d'information sur la santé mentale et cette année, elles sont axées sur le burn-out, la santé mentale au travail. Car de plus en plus de Français, hommes et femmes, qu'ils soient managers, entrepreneurs ou simples salariés, disent souffrir d'épuisement professionnel. Alors comment s'en sortir? Quels sont les signes d'alerte? Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui avec Claude Scorail. Bonjour Claude Scorail. Voilà, savoir quels sont les premiers signes de cette pathologie, le long processus de ce mal-être qui touche de plus en plus de salariés. Bonjour Elodie, merci de m'avoir invitée. Alors, quels sont les premiers signes? C'est difficile sur la question du burn-out parce que le burn-out est un processus. Et en fait, on va parler de burn-out si on est au point culminant du burn-out, qui est le moment où finalement le corps s'effondre, on pourrait dire, la volonté s'effondre et on n'est plus en capacité d'avoir un contrôle suffisant ou plus du tout en capacité de pouvoir travailler. Donc c'est un peu comme si les fusibles sautaient et on est en panne. Et ça va être le moment du burn-out. D'accord, parce que certains peuvent se dire qu'ils font un burn-out alors qu'ils font simplement, c'est peut-être simplement une mauvaise passe, une petite dépression qui n'a rien à voir avec le travail. Donc là, ce sont vraiment les éléments qui montrent que nous sommes en train de faire un burn-out. Exactement, oui. Il y a des. C'est quoi la différence avec une dépression ? Alors, on va dire qu'en général, la plus grosse différence entre la dépression et le burn-out, c'est que le processus de burn-out fait agir de plus en plus la personne et la fait avoir un comportement qui va consister à toujours plus contrôler quelque chose. Donc ça peut être à la fois contrôler elle-même qui se sent peut-être pas à la hauteur et se sent de plus en plus inquiète de ne pas être à la hauteur. Ça peut être lié au fait d'avoir un problème par rapport aux autres, de se sentir en difficulté parce qu'un manager, par exemple, peut être impressionnant, exigeant, parce que il y a des problématiques de confiance et de coopération dans le travail, donc ça peut être associé à ça. Et puis ça peut être associé, on va dire, à quelque chose d'un peu plus large, qui est dans le rapport au contexte de travail. Ça peut être l'activité de travail, ça peut être les changements qui sont opérés dans l'organisation de travail qui font que ça devient difficile pour la personne. Très bien. Alors le burn-out, ce terme est utilisé depuis les années 70. Au départ, il concernait simplement les métiers liés les personnels soignants. Tout à fait. Aujourd'hui, il concerne toutes les catégories de professions. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, la transformation du travail a créé des travailleurs malades? D'où vient ce mal-être? Alors pour nous sommes des spécialistes de la relation, des spécialistes de la régulation. Et pour nous, ce mal-être se trouve, on va dire, dans la relation de l'individu avec son milieu, donc son contexte. Donc ça peut être évidemment le contexte de travail qui lui-même se transforme et présente des nouvelles ressources, mais aussi des nouvelles contraintes qui font que l'individu peut avoir du mal. Mais c'est aussi l'individu pris dans son rapport à son milieu. Ça veut dire que aussi dans son rapport à lui-même et aussi à son espace personnel, donc à sa vie personnelle. Donc les facteurs déclencheurs ne sont pas uniquement liés à la vie en entreprise? Pas forcément, la plupart du temps oui, mais pas forcément. On rencontre, hier par exemple, j'ai rencontré une personne qui a eu un drame personnel et qui, pour faire face à ce drame personnel, a surinvesti dans son travail et elle le dit, elle disait, ça me permettait de ne pas penser à un drame personnel jusqu'au moment où elle a été submergée, un peu comme quelqu'un qui est dans l'addiction, qui peut boire. C'était exactement le même phénomène et elle s'est retrouvée dans un environnement de travail qui lui-même se restructurait et à un moment donné, cette solution n'était plus bonne et elle s'est mise à regarder son environnement de travail comme injuste par rapport à tout l'investissement, au surinvestissement qu'elle y engageait en fait.
Dans votre livre, vous dites que souvent les premiers signes passent inaperçus. Alors c'est assez difficile pour la personne qui est concernée, mais aussi pour l'entourage de déceler ce début de burn-out. Mais comment reconnaître tout de même, s'il y avait des pistes à donner pour reconnaître les signes d'alerte, ça serait lesquels? La plupart du temps, sur la question du burn-out, c'est l'investissement et le surinvestissement au travail. Donc en fait, on s'engage et on s'implique énormément dans le travail pour des raisons qui peuvent être d'ordre différent. Et comment dirais-je, et du coup, dans cet investissement-là, à un moment donné, ça dérape. Et vous pouvez me rappeler la question? Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Les signes d'alerte sont parfois inaperçus au départ. Voilà, parce que au départ, on va se dire, voilà une personne qui est consciencieuse, voilà une personne qui est impliquée dans son travail, qui peut paraître perfectionniste. Mais ça peut être trompeur. Et ça peut être trompeur. Elle peut être aussi trop discrète et on la voit pas s'impliquer énormément. Et on peut avoir un rapport ambivalent, c'est-à-dire que la personne est souvent performante et donc du coup, ma foi, on va profiter de cet engagement de cette personne. En fait, ça dépend de chaque personne, c'est très particulier. Ça va dépendre de chaque personne et ça va aussi dépendre du milieu dans lequel ça s'exerce. Il y a aussi des activités de travail, on va penser évidemment au plateau téléphonique par exemple, qui sont des lieux de la performance avec des objectifs très forts qui évidemment vont renforcer des qualités par ailleurs personnelles. Donc il peut y avoir une pression à la fois de la part de la propre exigence de l'individu qui rencontre une exigence et une pression d'efficacité qui va être présente. Très bien. Comme je le disais en introduction, donc les hommes comme les femmes sont touchés, les entrepreneurs, les managers, les salariés. Mais est-ce qu'on pourrait quand même dresser un profil type? Est-ce qu'il y a des prédispositions chez certaines personnes qui peuvent mener au burn-out? Des personnes qui sont trop consciencieuses, des personnes qui attendent trop en retour de leur travail? Alors moi j'aimerais vous parler du burn-out tel que nous on l'aborde. Il se trouve que quand on est en relation avec son environnement, le bien-être, on pourrait dire, c'est une interface entre la relation à soi et son corps qui varie, une intersection et une interaction avec les autres, donc les collègues, les patrons, etc., et une interaction avec le contexte qui lui-même pose des exigences et des nouvelles ressources. Et donc on se rend compte que dans cet équilibre-là, à un moment donné, un déséquilibre peut se trouver et conduire évidemment au burn-out si la logique de fonctionnement qui pourrait être à l'interface de ces trois rencontres prend la forme. Par exemple, on a peur de quelque chose, on a peur de ne pas faire ses chiffres, on a peur de ne pas être à la hauteur, etc. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette peur-là? On peut avoir tendance à éviter de sentir cette peur. Et donc, du coup, pour éviter de sentir cette peur, on va agir énormément, on va compenser pour faire toujours un peu plus, pour calmer cette peur. Parfois, on va la logique du comportement qui peut être présente et la logique d'action, la logique de décision, ça peut être le contrôle. Donc, on va chercher à anticiper énormément ses résultats, son action, etc. Et plus on va anticiper, plus à un moment donné, par exemple, on peut perdre le contrôle. Ce qui peut être l'une des chemins qui peuvent conduire au burn-out. Et enfin, dans tout ça, il y a ce qu'on peut appeler une logique de croyance, c'est comment, quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances qui se tissent et qui encadrent d'une certaine façon nos propres logiques d'action. Donc si on est dans un environnement où on va dire ça se transforme beaucoup, on a du mal à se faire confiance, en même temps la pression va être forte, donc du coup ça va renforcer encore plus une prédisposition à agir plus, à être inquiet, en fait, à avoir du mal à coopérer avec les autres, exactement, pour compenser. Et ça peut aussi, du coup,
être le terreau qui peut, à un moment donné, faire qu'on ne s'en sort plus, on perd le contrôle et on tient beaucoup par le fait de toujours répondre soit... Au bout d'un moment, on tombe. Et au bout d'un moment, on tombe. Alors, on parlait de pression. Il y a d'ailleurs un internaute qui nous demande comment faire baisser cette pression. Depuis le 1er janvier, la loi travail donne le droit à la déconnexion. Mais on le sait très bien, on est toujours sur le qui-vive, on a peur de décevoir, de ne pas être assez réactif. Quel conseil vous donneriez, par exemple, à cet internaute qui pose cette question ? Alors, la première chose, c'est de voir comment cette pression est alimentée. Est-ce que cette pression est alimentée parce que on peut prendre zéro risque de décevoir, sachant qu'on peut être dans un environnement où on est très axé sur l'efficacité et du coup, en faisant toujours plus, souvent on va au-delà même de ce qu'il est demandé. Et donc du coup, dans ce cas-là, par exemple, il faudrait prendre des petits risques relationnels pour voir exactement ce qu'il est besoin d'apporter ou pas. Ça peut être une manière d'agir, sachant que c'est assez complexe de répondre à cette question parce que la pression peut être l'objet d'un cocktail assez complexe, où à la fois on peut éviter sa peur, à la fois du coup on peut beaucoup agir et puis à la fois on peut être d'autant plus convaincu que tout ça est tout à fait cohérent et efficace. Et c'est ce qui fait qu'on s'enfonce encore plus et qu'on finit par oublier les signaux du corps. Donc on a parlé de la maladie, des symptômes de la maladie en elle-même. Maintenant, pour la guérison, comment sortons du burn-out ? Au bout de combien de temps ? Et est-ce qu'on peut s'en sortir seul ? Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir seul ? Nous sommes convaincus que le moment où je vous disais du burn-out, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup le corps dit non, la tête dit non, il y a une perte de sens, nous on pense que c'est le moment où le corps reprend ses droits. Donc en fait, à ce moment-là, la personne est totalement épuisée, il faut qu'elle puisse se reposer et ensuite se remettre. Ça voudrait dire avec cette personne pouvoir envisager un retour au travail, mais selon de nouvelles modalités. Et bien souvent dans ce retour au travail, quand nous travaillons avec les entreprises, parce que nous travaillons beaucoup avec les entreprises, cela amène... C'est un travail collectif. Un travail collectif et individuel. Et donc, on va voir ce que souhaite la personne. Parce que vous avez des personnes qui tombent, qui sont en arrêt de travail et qui sont tellement impressionnées, surtout si c'est pas le premier arrêt de travail, qui peuvent se dire « je ne veux plus jamais y aller puisque je suis incapable de me protéger ». Justement, quand y retourner, parfois c'est trop tôt, on n'est pas assez prêt, trop tard, on se sent en décalage. Est-ce qu'il y a un laps de temps idéal ? Ça va dépendre des personnes. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui serait polytraumatisé. On va dire qu'à un moment donné, vous avez un chirurgien qui va réduire les fractures et ensuite il y a une convalescence. Tout dépend de ce qui est engagé dans le processus du burn-out. Il y a des personnes où c'est un processus qui a cheminé longtemps. Et Hippocrate dit que quand un processus et un mal c'est comment dirais-je, installé pendant un certain temps, la thérapeutique doit être aussi lente que le processus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la convalescence pour amener à une transformation peut être lente, mais rapidement, et c'est les résultats que nous avons chez l'Acte quand nous accompagnons les personnes en burn-out, vers une convalescence qui peut suivre le rythme de la personne. Et ça, on est tous différents par rapport à ça. Donc il y a des personnes qui peuvent se remettre très vite et il y a des personnes qui ont besoin d'aller lentement. Et est-ce que le cas de rechute est important ? C'est un internaute aussi qui nous demandait si au bout de 4 ans, il peut refaire un burn-out. Alors, je dirais que s'il y a de la rechute, ça vient dire qu'il y a une transformation et une métamorphose qui ne s'est pas complètement opérée. Si nous avons une métamorphose, c'est-à-dire que la personne peut agir différemment, peut concevoir son rapport au travail différemment,
qu'elle peut agir différemment, concevoir différemment, interagir avec les autres différemment. Et du coup ressentir différemment, vous voyez, et en général c'est d'abord on ressent et c'est jusqu'à le dernier stade en général c'est de concevoir les choses autrement, alors oui on peut dire qu'il y a une transformation profonde et on peut dire que cette métamorphose c'est un peu comme le phénix qui peut renaître de ses cendres. Nous accompagnons nos patients dans cette perspective. Notre première motivation, c'est d'arrêter la souffrance et de voir comment opérer des transformations qui vont permettre à la personne d'être mieux forte à l'issue de l'épreuve, même si l'épreuve peut être spectaculaire et très dommageable au moment de l'effondrement, comme un cyclone peut l'être. Mais ensuite, la vie reprend et c'est tout à fait possible. C'est ce que nous défendons. Un long chemin. Voilà. On a également une autre question. Un internaute qui nous demande si le burn-out est davantage présent dans le secteur public ou dans le secteur privé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut... Moi, je dirais que le burn-out est surtout symptomatique d'un construit social, donc individuel et collectif, qui n'a plus la capacité de remettre en question ses propres règles de fonctionnement. Donc, je dirais que ça peut être aussi bien dans le privé que dans le public. Le côté, on va dire... en cause, c'est plutôt l'appauvrissement des possibilités d'action et de remise en question de la manière dont on a d'agir, de décider et de pouvoir remettre en question nos propres modes de fonctionnement. Merci. Alors, en février dernier, il y a une commission parlementaire qui a proposé de faciliter la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, car ce n'est pas encore le cas. Mais vous, dans votre livre, vous expliquez que le recours judiciaire et médical, pour tenter de réguler cette souffrance, peut avoir aussi un effet paradoxal et augmenter cet effet de burn-out, la santé mentale. Que voulez-vous dire par cela? Eh bien... Parce que c'est important aussi de la reconnaître, que les personnes atteintes qui souffrent se sentent reconnues aussi. Parce que alors, c'est vraiment une question et on est très embarrassé effectivement par rapport à ce sujet. Parce que effectivement, le fait de dire, voilà, vous êtes malade de votre travail et de le reconnaître, effectivement, les gens se disent il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation au travail, mais du coup ça individualise le problème chez la personne. Et quand on individualise, en fait, eh bien, nous, on pense que ça va empêcher une régulation. Donc, ça veut dire qu'on va avoir d'un côté des personnes qui sont victimes et qui vont être dédommagées. Et de l'autre côté, on va avoir une entreprise qui est coupable d'avoir... Mais le rôle de l'employeur est aussi parfois bien sûr, confirmé. Mais nous, on pense qu'en fait, c'est la relation qui doit être interrogée. Et que si on interroge la relation, alors on peut amener des changements qui peuvent être à la fois individuels et collectifs et qui vont permettre justement de pouvoir envisager autrement les règles de fonctionnement de cet écosystème que représente l'entreprise et les individus qui la constituent. Donc si on regarde par exemple le harcèlement moral, effectivement on a d'abord Marie-France Irigoyen qui a parlé, qui a fait son livre, qui a fait écho. En faisant écho, tiens, les gens se sont dit, tiens, mais en fait, et si c'était ça que je vivais dans mon travail, c'est cela que peut-être que je vis. Puis le phénomène a pris de l'ampleur et on s'est mis à dire,
tiens, on va mettre la loi, on va faire appel à la loi pour qualifier le harcèlement et dire que ce n'est pas bien. Et comme ce n'est pas bien, alors on va sanctionner ceux qui ne se comportent pas bien, avec l'espoir que ça va pouvoir faire une régulation. Or, la difficulté pour le harcèlement, et c'est la même chose sur le projet de loi pour le burn-out, quand on regarde les définitions qui sont posées, qui sont données, ces définitions ne permettent pas de toucher en fait ce qu'est le harcèlement, c'est-à-dire de toucher pour établir une vérité où on va avoir un coupable qu'on peut vraiment identifier objectivement comme coupable, et du coup, le pendant, c'est la victime. Et le burn-out, c'est pareil. Là, si on regarde, c'est pour ça que pour l'instant, cette loi qui est présentée devant le Parlement, et c'est pas la première fois, n'est pas validée, parce qu'elle pose aussi des problèmes, et donc effectivement, on voudrait trouver des réponses à ce fléau. On ne sait pas exactement quel est l'enjeu, mais en tout cas pour nous ça présente un risque parce que finalement au bout du compte, on le voit bien sur le harcèlement, on va vers le fait d'établir et de reconnaître une reconnaissance à une victime, ça va conduire à des judiciarisations et je ne pense pas que ce soit la manière de faciliter une remise en question du contexte de travail, de l'organisation de travail pour mettre en place des régulations. Ça veut dire que tout le monde va être en défense, vous voyez, et on va vers de la judiciarisation. Et là, si je regarde maintenant les effets sur le harcèlement moral, dès lors que quelqu'un... on va dire je me sens harcelé, donc c'est tout à fait justifié quand on se sent harcelé. On regarde ce qui se passe dans les prud'hommes. Les indemnités vont être assez élevées dans ce genre de cas, mais par contre le harceleur n'est pas épinglé, vous voyez, et donc du coup ça provoque beaucoup de difficultés et de méfiance, de défiance, et on n'arrive pas à mettre un terme au fléau. Alors, vous parlez justement des transformations individuelles, mais aussi collectives. Quelle est la part de l'employeur, son rôle pour prévenir justement ces burn-out aussi? Parce qu'il a aussi sa part de responsabilité. Eh bien, je pense que... comment dirais-je, d'abord, il faut regarder quelles sont les difficultés qui sont présentes et voir comment on accompagne, on va dire, les difficultés du travail. Ensuite, il y a les cas où le burn-out devient plus présent, c'est-à-dire qu'on peut repérer par exemple des arrêts de travail, beaucoup de plaintes, etc. Et le plus on va pouvoir, vous voyez, accompagner, aider, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans nos interventions à l'acte auprès des entreprises, nous mettons dans les situations qui présentent des difficultés, tous les acteurs. On regarde quels sont les acteurs mobilisés dans une situation. Donc, par exemple, si c'est une personne qui est en burn-out, vous voyez, dès lors que la personne est en burn-out, ça veut dire que par rapport à cette personne, il y a un arrêt de travail, donc il y a un médecin, il y a souvent le médecin du travail, il y a l'employeur qui, puisque pendant que la personne est en arrêt de travail, elle est salariée, etc., qui vont être mobilisés. La question à ce moment-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que bien souvent, vous voyez, si on regarde sous l'angle de la personne qui a fait son burn-out, elle a ses préoccupations. Et suivant la façon dont elle va être, son objectif, la façon dont on va la considérer, il y a aussi la position de l'employeur. C'est-à-dire que comment est-ce que il va... et quelles difficultés ça peut lui poser d'accompagner la reprise, parce que je dirais que le sujet... L'accompagnement est aussi très important. Très important à ce moment-là, parce que ça va être une convalescence
où se jouent des choses importantes qui vont permettre, quand c'est bien accompagné et interrogé, avec les personnes qui sont mobilisables, parce qu'encore faut-il que ça pose une difficulté, et à savoir à qui, comment on va accompagner pour que des choses commencent à se transformer et qu'il y ait une contagion, on pourrait dire, vertueuse, qui amènerait à apporter des modifications aussi bien au niveau parfois individuel que collectif qu'organisationnel. Alors justement, au moment de ce retour, de cet accompagnement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors l'erreur la plus courante que l'on observe, c'est de considérer trop vite que la personne ne doit plus revenir à son poste de travail. Parce que à ce moment-là, la personne bien souvent elle-même est demandeuse de ne pas y retourner. Elle peut avoir très très peur d'y retourner pour des raisons multiples. Donc quand on acquiesce à cela, ça va soulager souvent la personne. Mais du coup, on est dans l'urgence et dans une réponse souvent définitive qui fait que un peu trop rapidement, en fait, on va repositionner la personne. Et en général, on la repositionne aussi dans l'urgence et donc du coup, pas bien. Donc en fait, dès lors que la personne va aller mieux, souvent elle va se retrouver, vous voyez, à l'étroit. Et là, ça va, dans un deuxième temps, ce qui peut prendre quelques mois, qui peut prendre quelques années, ça va poser d'autres problèmes. Ça peut être un point. Une autre façon de gérer ça, ça va être quelquefois d'avoir tellement peur et donc de faire tout pour, d'une certaine façon, ne pas cautionner en fait le retour, sachant que ça peut être ambivalent des deux bouts de la relation. Et puis une troisième, je me souviens d'un cas d'une personne où là on était très bienveillant avec la personne et on l'a un peu trop, on a un peu trop dédramatisé sa situation, on l'a un peu trop, vous voyez, poussé à revenir tel que... Sa souffrance n'a pas été prise au sérieux? Si, mais un peu trop, parce que vous voyez, avec les meilleurs effets, parfois on peut produire... les pires effets. C'est-à-dire que protéger c'est bien, mais si on surprotège, alors on peut risquer de fragiliser la personne. Très bien. Alors on a une question d'une internaute qui nous demande qu'il ne faudrait pas faire intervenir des psychologues en entreprise pour réguler ou surveiller les relations employeur-employé avant que le burn-out ne survienne, en quelque sorte. Alors, moi, bizarrement, ce que je pense que, effectivement, le bon sens pourrait dire, si on prend les choses de manière rationnelle, de se dire, puisque les organisations n'y arrivent pas, puisque les individus eux-mêmes en difficulté n'y arrivent pas, alors on va les protéger en mettant les psychologues là. Moi, et nous, on pense à l'acte que ce sont des décisions qui viennent d'une certaine manière, de manière implicite, dire que par eux-mêmes, ils sont incapables de trouver des solutions. D'accord. Donc, on va dire que si il est vraiment... important de les responsabiliser, en fait. Bien sûr, oui, de les responsabiliser. Et donc, du coup, on préfère, et souvent c'est l'objet de nos interventions, voir quelles sont les difficultés qui se posent, pour qui c'est une difficulté. Donc vous me demandiez en début de cet entretien quels sont les signes du burn-out. Vous voyez, quelquefois, bien souvent, la personne qui est embarquée dans cet excès d'investissement souvent peut considérer, vous voyez, une personne assez perfectionniste peut considérer que c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Et parce que c'est un moyen pour elle de neutraliser une insécurité personnelle. Donc il y a des cas où c'est cela qui est en jeu. Et donc du coup, cette personne-là, on peut être très inquiétante du point de vue de son entourage, mais absolument pas demandeuse d'une action. Et donc nous, comme on regarde les problématiques
d'un point de vue systémique, c'est-à-dire qu'on regarde les relations et qui sont les acteurs qui sont présents dans la situation. On travaille avec ceux qui s'inquiètent et qui sont mobilisables pour pouvoir faire quelque chose de différent dans la situation. Et donc, par exemple, on travaille aussi très en proximité des élus dans les entreprises qui reçoivent la plainte également des personnes qui se révèlent être en souffrance. Dans votre livre, vous évoquez des cas de personnes qui, après un burn-out, obtiennent, mais d'une meilleure façon, leur rupture conventionnelle ou font une reconversion. Est-ce que ce sont des cas très, très importants, qui arrivent souvent? Est-ce que c'est une manière de revoir la vie autre chose, de se reconvertir, de faire autre chose de sa vie, voir les choses autrement? Est-ce que c'est un changement de voie en fait? Est-ce que ça arrive souvent? Assez souvent, parce qu'en général, quand on prend la forme aiguë du burn-out, une personne qui opère une transformation, en fait, va être un peu plus attentive finalement à elle-même en fait. Et quelquefois, dans ce qui a pu conduire au burn-out, il y a une négligence, même si la personne n'est pas que son propre auteur de sa négligence, parce qu'on peut dire que dès qu'on est dans un excès de conscience professionnelle, on tente à avoir des œillères. Et donc, il y a un point aveugle de plus en plus important. Et dès lors que, tout d'un coup, il y a cet après, où tout d'un coup, on va se relier autrement. Au monde du travail, mais aussi à soi et à un équilibre de vie, parce qu'une personne qui est obsédée par le travail finit par ne plus être en relation avec ses enfants, par exemple, avec son conjoint, avec ses relations. Et donc, le moment où elle tombe, vous voyez, heureusement qu'elle tombe. Le souci, c'est si elle tombe trop tard, parce que tomber trop tard, ça veut dire que voilà, il y a un peu plus de dégâts et qu'il va falloir se remettre de tout ça. Mais si ça s'opère, effectivement, ça peut conduire la personne à faire moins de compromis finalement par rapport à des centres d'intérêt plus personnels et s'orienter. Et évidemment, ça peut donner lieu à des ruptures conventionnelles ou à des départs. Mais on va dire, nous, et c'est ce qu'on dit aux gens, un bon départ est un départ que l'on peut faire au bon moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, et c'est ce que nous défendons comme posture, il n'est pas normal de se tuer au travail. Il n'est pas normal d'avoir si mal au travail. Et ça, c'est important parce que si la vie tue, on est bien d'accord, non, le travail est d'abord un facteur de santé. Et surtout qu'on dit que le travail, normalement, est censé être bon pour la santé. Exactement, c'est une construction sociale. Il se passe quelque chose socialement qui fait qu'ensemble, on produit des choses. Et donc, nous engageons. En fait, quand nous accompagnons des personnes, nous revenons sur ces points-là parce que si elles veulent partir, les meilleures conditions du changement, c'est de pouvoir rester là où on est sans s'abîmer pour pouvoir mieux partir. Mais il y a des situations où il vaut mieux partir plus vite. Et d'ailleurs, certaines personnes parfois viennent nous voir et c'est très clair dans leur tête, elles ne veulent plus retourner au travail et leur demande, c'est plutôt de bien partir ou de commencer à voir comment s'aventurer sur un autre chemin autrement et mieux. Tout à l'heure, vous disiez l'importance de tomber, entre guillemets, parce que certains tombent trop tard. Je voudrais parler aussi du burn-out des entrepreneurs, qui parfois malheureusement mènent au suicide. Est-ce qu'il est différent de celui de l'employé, du simple salarié ? Alors, est-ce que c'est différent ? Je dirais que ce qui n'est pas différent, c'est que ce qui anime la personne et qui fait qu'à un moment donné, elle se retrouve coincée et dans la souffrance jusqu'à envisager comme unique solution le pire, le pire, ça ne lui paraît pas le pire pour elle d'ailleurs, c'est que l'unique bonne solution cohérente pour elle, c'est de mettre fin à ses jours. Donc quand la personne en arrive à là, ça veut dire qu'elle a souvent le sentiment d'avoir tout essayé, et souvent ce qui va être en jeu là-dedans, ça va être, je disais tout à l'heure, une
une logique de comportement qui fait que ça s'appauvrit, c'est-à-dire que sa façon d'essayer de tenir et d'avoir le contrôle ne s'appuie plus sur quelque chose qui pourrait être un peu plus souple. On a tous envie d'avoir du contrôle, mais il y a des moments pour avoir du contrôle, il faut, vous voyez, lâcher les rênes. Un petit peu, ouais. Un peu comme si on prend, les gens disent souvent, je me laisse embarquer et j'ai peur de me laisser embarquer. Ben oui, effectivement, on peut avoir ce sentiment-là. Et il ne s'agit pas de lâcher les rênes, il s'agit de détendre les rênes, peut-être pour faire quelque chose de différent qui permettra de retrouver une souplesse, de retrouver des possibilités et donc du coup de pouvoir tenir autrement. Vous voyez, d'être mieux fort. L'idée, pour nous, c'est toujours quand tout d'un coup on se retrouve bloqué, ça veut dire qu'il va y avoir une rigidité dans cette relation à soi, aux autres et au monde. Alors comme je le disais en introduction, les semaines de la santé mentale ont lieu jusqu'au 26 mars prochain. Donc ici, elles ont pour thème principal le burn-out. Elles parlent aussi du bore-out. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 mots quels effets négatifs peut provoquer l'ennui au travail aussi? Ça peut aussi également avoir des effets sur la santé. Bien sûr. Donc effectivement, si on s'ennuie au travail, c'est difficile de s'ennuyer puisque on est des êtres humains, on aime être actif et souvent, et ça on en voit, il y a des situations où il y a des collectifs de travail finalement qui ne se sentent plus de capacité, qui sont très résignés, qui ne se sentent plus en capacité de pouvoir être sur le registre qu'a naturellement l'être humain, que de pouvoir être dans l'initiative, d'être dans la créativité et de pouvoir faire quelque chose d'une situation, même si cette situation est extrêmement difficile pour des raisons différentes. Donc quand on s'ennuie, c'est un peu comme si finalement ce que l'on fait n'a pas de sens, mais c'est surtout que c'est souvent représentatif d'une impuissance à agir. Donc en fait, l'ennui, ça peut être, et on le voit, il y a des organisations de travail où on manque de travail, où on est très empêché. Mais c'est très difficile à dire ça, parce que le travail, c'est aussi un objet de revenu, un objet économique. Tout à fait. Donc lâcher ça, ça fait peur, mais quelquefois tenir. Pour tenir, évidemment, ça va avoir d'autres types de conséquences. Alors pour finir sur une note positive, s'il fallait retenir 3 éléments pour s'épanouir au travail, quels seraient-ils? Et surtout pour se prévenir et se protéger du burn-out. Alors je dirais de la souplesse, c'est-à-dire savoir éviter certains dangers, mais savoir y faire face quand même, savoir envisager, bien regarder les choses pour pouvoir agir mieux avec les autres. Et agir mieux avec les autres, c'est parfois aussi savoir être en conflit correctement, c'est-à-dire qu'on peut être en conflit, vous voyez, le travail peut faire mal sans que ce soit quelque chose de dramatique, parce que c'est bien parce qu'on sent que ça fait mal que alors on peut d'autant plus faire des choses pour aller mieux. Et donc du coup, le plus on peut avoir de la souplesse dans nos possibilités d'agir, le plus on peut avoir de souplesse dans notre façon de pouvoir concevoir les choses, alors le plus on va pouvoir être sur nos ressources humaines qui sont avant tout des ressources qui nous permettent d'être résilients quand il le faut et d'être amenés à trouver des réponses aux difficultés qui se présentent. Merci beaucoup Claude Descorail pour vos réponses et vos éclaircissements. Pour ceux qui voudraient en savoir davantage et creuser la question, j'en profite pour annoncer la sortie de votre livre, qui est sorti d'ailleurs en mars dernier, chez Duno, Quand le travail fait mal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Doctissimo pour un prochain live. Au revoir.